On veut des récits authentiques, des voix qui parlent d'elles-mêmes, de leur vécu, de leur identité. Mais à partir de quel moment cette recherche d'authenticité devient-elle une injonction ? Faut-il vraiment prouver qu'on a le droit d'écrire son histoire ? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet à la fois sensible et essentiel pour les autoristes, les récits dits on voice, littéralement en voix propre. L'idée est simple et belle à l'origine. Encourager les personnes issues de minorités à raconter leur propre réalité plutôt que de laisser d'autres parler à leur place. Mais comme souvent, une bonne idée peut devenir une arme, car à force de vouloir vérifier si un récit est vraiment on voice, on finit par demander aux autoristes de se prouver. Leur genre, leur orientation, leur handicap, leur trauma, et ce qui devrait être une ouverture devient une injonction à sauter, à révéler des éléments intimes pour être légitime. Et si, en cherchant l'authenticité absolue, on oubliait la nature même de la fiction, la capacité d'écrire au-delà de soi. Avant d'aborder la fiction, petite parenthèse, on va parler très rapidement du on voice en non-fiction. Ici, l'expression prend tout son sens. Écrire en on voice, c'est témoigner de sa propre existence, de son vécu, de son identité. Dans l'essai, le témoignage ou le récit personnel, cette voix directe est essentielle, parce qu'elle corrige les biais historiques qui ont longtemps effacé ou travesti la parole des minorités. Mais même dans ce cadre, il n'est pas question d'obligation. Une personne a le droit de parler de son vécu sans tout révéler, ou de choisir de garder le silence sur certaines dimensions de sa vie. La sincérité n'exige pas la mise à nu. Elle exige la justesse du regard et la liberté de dire ou se taire. Fin de la parenthèse. Le mouvement On Voice est né d'un constat juste. Les récits dominants invisibilisent ou caricaturent les minorités. Des auteurs valides écrivent le handicap à travers la pitié, des autoristes blanches écrivent les personnages racisés à travers l'exotisme, des autoristes cis racontent la transidentité à travers la souffrance. Le On Voice, à l'origine, c'est un acte de réappropriation. Il permet de dire « nous existons et nous pouvons nous représenter nous-mêmes ». C'est une manière de rééquilibrer le pouvoir narratif. Et c'est crucial, car les représentations façonnent la manière dont la société perçoit les identités. Mais entre soutenir ces voix et exiger de connaître l'identité réelle des autoristes, il y a une frontière. Et c'est là que le problème commence. De plus en plus souvent, quand une œuvre traite d'un sujet marginalisé, le public demande « est-ce que c'est on voice ?» Une question en apparence bienveillante, mais qui peut devenir violente. Car pour y répondre, il faut révéler des choses intimes. Être trans, autiste, survivant, neuroatypique, racisé, tout le monde n'a pas la sécurité sociale, psychologique ou professionnelle pour le faire. Le paradoxe, c'est qu'on finit par exclure celles qu'on voulait défendre, les autoristes marginalisés qui ne peuvent pas ou ne veulent pas s'exposer. Demander à quelqu'un de prouver son authenticité, c'est reproduire une logique de contrôle et de légitimité. C'est transformer une revendication politique en police identitaire. Et c'est oublier que les autoristes peuvent écrire pour comprendre, explorer, imaginer, sans être sommés de se dévoiler. La fiction, par essence, c'est un espace où l'on écrit ce qu'on n'est pas. Un auteur cis peut écrire un personnage trans à condition d'écouter, de se documenter, de consulter, d'éviter les stéréotypes. Une autrice blanche peut écrire un personnage racisé, si elle comprend que ce personnage n'existe pas pour décorer son intrigue, mais qu'il incarne un vécu réel. L'écriture n'est pas une confiscation si elle s'accompagne d'un travail d'humilité. Le danger, ce n'est pas d'écrire l'autre, c'est de le faire sans respect, sans recherche, sans conscience du pouvoir qu'on détient en racontant. Inversement, écrire uniquement ce qu'on est peut devenir une autre prison. Si chaque identité ne pouvait écrire que sa propre existence, la fiction perdrait sa fonction d'exploration universelle. Le on voice ne doit pas être un enclos, doit être un tremplin. Le système éditorial et médiatique adore transformer les causes en arguments de vente. Le on voice n'y échappe pas. On vend des romans comme on vend une marque, authentique, vraie, issue de l'expérience. Cette logique marchande finit par instrumentaliser les vécus pour créer de la valeur symbolique. Et parfois, même souvent, ce sont des maisons d'édition dominantes qui profitent de ce label tout en continuant à exclure la majorité des voix marginalisées de leur comité. Le on voice devient alors une étiquette de conformité, une case à cocher. Et ce qui devrait être un outil d'émancipation devient une stratégie marketing. Et pendant ce temps, les autoristes marginalisés restent sous-représentés, précaires et suspectés d'usurper leur propre vécu.
Alors que faire? D'abord, ne pas confondre représenter et parler à la place d'eux. Écrire un personnage différent de soi, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de le faire sans écoute ni humilité. Ensuite, refuser le fétichisme de l'authenticité. Ce n'est pas à l'auteuriste de se justifier, c'est au récit de prouver sa justesse. L'éthique du storywriting, c'est celle de la responsabilité. Écrire, c'est choisir de donner une image, et cette image doit être respectueuse, complexe et vivante. Et surtout, ne jamais exiger qu'une personne saute pour être crue. L'écriture peut être une manière de se protéger, de se reconstruire, de témoigner, même à travers la fiction. La sincérité n'exige pas la mise à nu. Certains contextes rendent même la logique du on voice absurde. Quand une fiction se déroule dans un pays imaginaire, dans un univers magique ou futuriste, sans ancrage historique, exiger que l'autorice ait la même ethnicité que son personnage principal n'a aucun sens. Si l'identité du personnage n'est pas le cœur du récit, réclamer une correspondance réelle revient à nier la liberté fondamentale de la fiction, celle d'imaginer au-delà de soi. Et si on décidait que tout doit être on voice, on se condamnerait à n'écrire que des clones de nous-mêmes. Pas de personnages de notre genre, d'une autre orientation, d'une autre culture. On priverait la fiction de sa diversité et on priverait les lectrices de représentations multiples. C'est précisément parce que tout ne peut pas être on voice qu'existent les sensitive readers, des lectrices spécialisées qui accompagnent les autoristes pour détecter les angles morts, les stéréotypes ou les maladresses. Ce sont des passerelles, pas des censeurs. Enfin, exiger du on voice partout, c'est aussi croire que si c'est on voice, alors c'est forcément juste ou intouchable. Or, aucune communauté n'est homogène. Il existe des voix transphobes dans la sphère queer, des discours validistes chez des personnes autistes, des récits racistes écrits par des personnes racisées. L'identité ne garantit pas la justesse et la minorité n'immunise pas contre les biais. L'enjeu, ce n'est pas de contrôler qui écrit, mais de questionner comment on écrit et dans quel cadre de responsabilité. Le on voice est né d'un besoin vital de justice narrative, celui de rendre aux personnes marginalisées le pouvoir de raconter leur histoire. Mais il ne doit pas devenir une arme d'exclusion ou une vitrine de pureté. En tant qu'autrice, notre responsabilité est double. Amplifier les voix qu'on a trop souvent fait taire et préserver la liberté de création. Parce qu'au fond, la question n'est pas qui a le droit d'écrire, mais comment écrire sans effacer l'autre.